Denis Père, entrepreneur et président du mouvement Nous Citoyens. Vous êtes donc notamment le fondateur de l'éditeur de logiciel Business Objects, que vous avez introduit en bourse au Nasdaq, et du service de livraison Point Relais Kiala. Vous portez aujourd'hui le projet de mettre la société civile et les entrepreneurs au centre de la réforme de la politique en France et en Europe, puisque vous présentez des candidats aux élections européennes de 2014. Pour se réformer, la France doit-elle compter sur ses entrepreneurs? C'est le thème de la conférence de ce soir. Merci Denis Père d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse donc maintenant la parole à Antoine et Hugo de Tribune pour l'interview. Merci. Denis Père, donc bonsoir. Nous avons choisi aujourd'hui d'articuler la conférence sur deux thèmes principaux. Le premier étant l'entrepreneuriat, puisque vous le savez, nous sommes dans une école qui privilégie beaucoup l'entrepreneuriat, où un certain nombre d'entre nous voudront créer leur entreprise, comme vous l'avez fait. Puis un deuxième thème, plutôt politique, où nous allons justement à la croisée finalement de votre engagement premier dans l'entrepreneuriat, puis le deuxième actuel dans votre nouveau parti politique. Donc j'ai tout d'abord une question, finalement pour revenir sur les origines de votre engagement dans l'entrepreneuriat. Vous étiez élève d'une école parisienne, dont on ne donnera pas de nom. Vous avez ensuite une courte carrière dans des entreprises internationales. Vous auriez pu poursuivre une carrière sans doute florissante à l'international dans des grands groupes. Mais vous avez choisi assez jeune, en mettant de votre argent, 10 000 euros à l'époque, de créer une entreprise en partant de rien. Qu'est-ce qui vous a lancé dans ce choix? Qu'est-ce qui vous a vraiment incité à le faire et à pas rester finalement un peu mainstream, comme on dit? Ce qui m'a incité à faire ça, c'est le goût de la liberté, je crois. C'est le fait que j'avais envie d'être mon propre patron. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais effectivement chez Oracle, une grosse société américaine. C'était déjà grosse à l'époque, même si elle était petite aujourd'hui. Et j'avais un patron qui était un type très sympathique, mais qui n'était pas véritablement compétent. En tout cas, que je considérais comme pas véritablement compétent. Et donc, le goût de la liberté, le goût de l'aventure, l'envie d'être mon propre patron, l'envie de créer mon petit oracle à moi. Le rêve, l'envie de vivre un rêve américain, de prouver aussi, c'était presque un projet politique, prouver qu'on était capable, nous, Français, Européens, de faire aussi bien que les Américains dans ce métier qui était complètement dominé par eux à l'époque, il est toujours d'ailleurs, hein, malheureusement. Il y a très peu d'éditeurs de logiciels de dimension mondiale qui sont nés en Europe. Il y a SAP qui a fini par racheter Business Objects quelques années plus tard pour 4 milliards d'euros. Il y a très très peu d'acteurs de dimension mondiale qui sont partis d'Europe. Donc ça, c'était un des projets. Et puis clairement, moi j'avais ça dans ma culture, mon ADN. Moi je suis lyonnais au départ, qui est une ville où il y a une culture entrepreneuriale très très forte, où sont nées des entreprises comme Danone, comme Carrefour, comme des très beaux succès mondiaux. Et puis dans une famille d'entrepreneurs. Alors mon père ne l'était pas, mais mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père aussi. Et j'ai connu d'ailleurs toutes les dimensions de l'aventure entrepreneuriale, puisque l'entreprise familiale elle a déposé le bilan dans les années 30, donc je ne l'ai même jamais connu. Mais on en parlait encore à la maison, et il y avait cette image de l'entrepreneur qui était un type bien et qui s'épanouissait. Quand j'étais jeune, j'avais un voisin qui était le petit-fils de Louis Lumière, l'inventeur du cinéma, qui m'avait donné une petite pellicule du premier film qui avait jamais été tourné au monde. Donc c'était une façon de me dire aussi, pourquoi pas toi un jour avoir des idées très innovantes et les porter un peu partout dans le monde. Donc j'ai toujours vécu dans un environnement qui valorisait l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc quelque part, j'ai aucun mérite de devenir entrepreneur moi-même un jour. Et ça m'est venu, je vous dis, parce que voilà, j'étais dans un environnement qui n'était pas super épanouissant. Il était épanouissant parce que l'entreprise se portait bien, mais voilà, je manquais de liberté. J'avais un patron que je n'estimais pas particulièrement. Et donc j'ai décidé de me lancer. Merci. Donc vous parliez, il y a une sorte de fibre entrepreneuriale dans votre famille. Vous pensez qu'on est entrepreneur ou on peut le devenir aussi? C'est notamment, est-ce que l'école de commerce nous apprend à être entrepreneur? Heureusement qu'on peut le devenir aussi, hein, mais c'est vrai que quand on a été exposé à ces valeurs très jeunes, c'est vrai que c'est probablement plus facile, mais heureusement qu'on peut aussi le devenir sans avoir d'antécédents familiaux dans ce domaine-là. Et effectivement, une école comme Sudeco Paris, enfin ESCP Europe, c'est un très bon environnement pour être confronté à ces valeurs-là. Il y a beaucoup d'anciens de Sudeco qui sont devenus entrepreneurs, bien entendu, qui ont fait de belles réussites. Donc il y a des références, il y a des role models, comme disent les Américains, qui peuvent vous inspirer. Donc non, je crois que
devenir entrepreneur, ça suppose simplement à un moment donné d'accepter aussi toutes les contraintes qui vont avec quand même. Hein. C'est effectivement, comme vous le disiez très bien, c'est un choix qui est risqué, qu'il est toujours. C'est un choix qui est assez inconfortable quand même. Hein. Moi, j'ai démissionné effectivement à l'âge de 27 ans. Alors, j'avais pas de charge de famille à l'époque, donc c'est vrai que c'était plus facile que ce serait le cas aujourd'hui. J'ai 4 enfants. Donc, si vous voulez le faire, faites-le quand même relativement tôt, avant d'avoir beaucoup trop de contraintes autour de vous. Bon, je l'ai fait à un moment aussi où le climat économique se portait pas très bien. Hein, donc, si on s'était planté, c'est vrai que ça aurait probablement été un peu compliqué de retrouver un travail tout de suite, un peu comme aujourd'hui. Mais donc, il faut bien être conscient que ça demande, c'est une prise de risque qui n'est pas négligeable. Que quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas droit au chômage, il faut le savoir, hein, en France. Hein, donc, vous faites des choses qui sont positives pour la société, fondamentalement. Vous créez votre propre emploi et idéalement pas mal d'autres, mais vous n'avez pas droit au chômage. Bon, ça, il faut le savoir. On peut prendre des assurances privées. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai démarré. J'ai mon expert comptable qui m'a dit: si vous voulez prendre l'assurance chômage pour les entrepreneurs, je dis: ah bon, mais parce qu'on n'a pas droit au chômage. Non, vous n'avez pas droit. Il y a une assurance, c'est très cher, parce que vous comprenez, le taux de risque est quand même très très élevé, mais et donc vous pouvez prendre une assurance très très chère si vous voulez vous protéger. Bon, je ne l'ai pas prise en l'occurrence, mais donc voilà, il faut accepter ces risques-là. Il faut accepter de travailler beaucoup, hein, ça ne se fait pas par hasard. Moi, la première année, je travaillais samedi et dimanche. Pour que ça marche, en général, il faut vraiment une implication tout à fait totale. Mais on ne compte pas ses heures, parce que quand on démarre un projet comme ça, on voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Quoi, hein. On voit les opportunités, on court après, on a une énergie démentielle, et donc on a envie de conquérir le monde, et donc en général, on ne compte pas ses heures. Mais il faut quand même être bien conscient que c'est pas mal de sacrifices, et que dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Donc il faut quand même être très réaliste aussi. Dans de nombreux cas, vous ferez un demi-succès ou un demi-échec, ou même un échec complet. Maintenant, vous aurez appris, je ne veux surtout pas vous décourager non plus, mais en même temps, vous aurez appris des choses aussi. Je veux dire, tout ce que vous aurez fait, vous aurez appris des choses. Et aujourd'hui, les employeurs valorisent les gens qui ont eu le courage de se lancer à un moment donné. Et moi, je sais qu'il y a pas mal de grandes entreprises aujourd'hui qui aiment bien avoir des jeunes qui ont essayé de faire des choses. Et même si ça n'a pas marché, c'est pas forcément mauvais sur votre CV de dire que vous avez tenté de faire ceci, cela, expliquer pourquoi ça n'a pas marché, savoir faire l'analyse évidemment des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, mais il faut quand même être très conscient que c'est un vrai sacrifice. Et au niveau de l'idée, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'élèves ici qui se disent, voilà, qui se reconnaissent finalement dans ce que vous dites, qui sont prêts à prendre des risques, qui veulent bien tenter l'aventure, mais qui n'ont pas forcément l'idée à l'heure actuelle. Et comment ça naît, ça? Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou c'est l'œuf qui fait la poule? Alors, l'idée, effectivement, moi je ne l'avais pas. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi je suis rentré dans une société d'édition de logiciels en me disant, je rentre dans cette industrie. Je n'étais pas du tout un geek. Hein. Moi, l'informatique, ça ne me passionnait pas. J'avais suivi le cours d'informatique obligatoire de l'ESSEC, mais franchement, ça me barbait. J'y suis rentré parce que j'ai fait le pari que dans cette industrie en forte croissance, il allait y avoir des ruptures et j'allais trouver la bonne idée. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Au bout d'un an et demi, d'ailleurs très vite, d'abord j'ai appris un métier, d'ailleurs, ce qui est important, parce que quand on sort de Sudoku ou de l'ESSEC ou d'ailleurs, on n'a quand même pas de vrai métier. On ne connaît pas grand-chose. On a un vernis, on a des bons réflexes, on est intelligent, on est bien charpenté intellectuellement, mais on ne connaît pas de vrai métier. J'ai appris un métier. J'ai appris le métier de la vente de logiciels. Ça a l'air de rien, mais c'est un vrai métier. Vente, le marketing de logiciels, B2B, à des grands comptes. Donc j'ai appris ce métier, d'une part, ce qui était quand même intéressant, et d'autre part, j'ai trouvé la bonne idée. J'ai trouvé au bout d'un an et demi, j'avais un client qui était EDF, auquel j'avais vendu un logiciel d'Oracle, qui était une catastrophe. Il ne marchait absolument pas. Donc le client était en train de devenir une contre-référence. Donc là, j'avais la possibilité de lui faire un avoir. Il dit, écoutez, on vous rembourse le logiciel, puis c'est terminé. Mais c'est pas dans ma nature. Moi, j'ai essayé de résoudre le problème du client et lui fournir vraiment ce qu'il recherchait. Et il recherchait ce qui est devenu Business Object. Un logiciel d'interrogation, de base de données très simple à utiliser par les non-informaticiens. Et donc j'ai cherché autour de moi, j'ai appelé le service marketing d'Oracle, où j'ai trouvé Bernard Liotto, qui est devenu mon associé plus tard dans Business Object, qui m'a dit, écoute, il y a un type là, Jean-Michel Cambo, qui a développé un petit logiciel dans un studio du Marais, pas très loin d'ici, le soir, à la bougie, presque, et qui est censé répondre à ce problème-là. Et donc j'ai présenté le fameux Jean-Michel à EDF, à la direction d'études et recherche à Clamart, et EDF a dit, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et donc là, on a essayé pour la forme de convaincre Oracle d'éditer le logiciel, et pour la forme, et de toute façon, Oracle France n'était pas du tout intéressé.
société prenait que les logiciels qui venaient de Californie. Et donc là, on s'est dit, ben voilà, c'est ça l'idée. Je suis allé trouver le fameux Bernard Liotto. Je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une boîte autour de cette idée? Il ne voulait pas, d'ailleurs, au début. Il m'a dit, écoute, c'est pas le truc dont on parle dans la Silicon Valley, c'est pas du tout à la mode. Je lui ai dit, ben justement, c'est parce que c'est pas à la mode que les Américains n'ont pas vu du tout la niche, le besoin. Par contre, moi, je t'assure que, enfin, je pense, j'ai l'intuition qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas-là. Et effectivement, on a interrogé des collègues de la force de vente d'Oracle France. J'avais des contacts en Belgique, en Angleterre avec des homologues au sein d'Oracle. Je les ai interrogés aussi. Tous ont confirmé que ce besoin existait. Et donc, on a décidé de partir là-dessus, de racheter les droits du logiciel. On n'avait pas d'argent, donc on a racheté en fait en versant des royalties sur la société à créer et sur le chiffre d'affaires à venir. Et alors, ce qui n'était pas facile, c'est que le Jean-Michel en question, il avait entre-temps eu une proposition d'une société déjà établie qui lui proposait de lui racheter son logiciel pour 1 million de francs. Vous savez, francs à l'époque. Grosse somme, 1 million de francs, cash. Et nous, on lui proposait juste des royalties sur une société à créer avec du chiffre d'affaires à venir, inexistant. Il a quand même signé avec nous. Voilà, on a été plus convaincants, je pense. Et il a eu raison, parce que d'un côté, il avait 1 million de francs point. De l'autre côté, il n'y avait pas de limite. Et effectivement, il a gagné des sommes illimitées. Et donc, on est parti avec ce contrat. Et ensuite, voilà, l'histoire s'est bien passée. Vous évoquiez la Silicon Valley. Est-ce que vous pensez quelle est la place d'entrepreneurs en France? Est-ce qu'on les chérit? On a beaucoup parlé des pigeons, etc. Quelle est la place? Quel est leur rôle? Et est-ce qu'il va évoluer avec différentes mesures actuelles? La Silicon Valley, je connais très bien, parce qu'effectivement, j'y ai passé pas mal de temps. Après, parce que c'est implanté très bien aux États-Unis. Non, l'entrepreneur français, du tout de droite, qui plus est, le gouvernement Juppé, qui avait pris 2 mesures qui étaient catastrophiques. C'était le ciel nous tombait sur la tête. C'était une première mesure concernant les stock options. Alors nous, on avait donné les stock options à tous nos collaborateurs. On avait essayé d'en faire des actionnaires. Les stock options, c'est la possibilité d'acheter des actions à un prix bas, à un prix du moment où vous rentrez dans l'entreprise. Et puis après, si ça se marche bien, une action se gagne en valeur. Et donc là, vous pouvez gagner de l'argent grâce à ça. Mais c'est une prise de valeur qui est liée à la prise de risque, à la création de valeur à laquelle vous participez. Donc tout ça a beaucoup de sens. Donc on en avait donné à tous les collaborateurs, mais il y avait eu quelques abus de grands patrons qui s'en étaient attribués avec des rabais. Et donc l'État, plutôt que de dire interdisons les rabais, avait décidé d'aligner tout le monde et de nous faire supporter des charges sociales rétroactives sur toutes les stock options. Donc ça voulait dire en façon très simple qu'on devait payer des sommes très très importantes quand nos employés vendaient leurs actions, ça nous faisait passer du profit à la perte. On avait un directeur financier, un brave américain de l'Ouest, Bob. Moi je ne peux pas l'expliquer aux grands fonds de pension, Fidelity et autres, qu'on risque de passer du profit à la perte du jour au lendemain à cause de ça. On risque des class actions, tu es responsable sur tes biens propres, je m'en vais, bonne chose. Donc on l'a retenu, on dit écoute, on est un pays latin, on fait des choses un jour, on se pays, on les corrige le lendemain. Et donc on a créé Croissance Plus à ce moment-là pour militer sur ce sujet-là. Alors sur ce sujet-là, on a obtenu gain de cause. On a été aidé par un de vos anciens d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin, qui était ministre des PME à l'époque, qui a beaucoup poussé pour que les choses changent. Et puis il y a eu un changement de gouvernement, la gauche est arrivée, une gauche relativement intelligente, qui a réussi à corriger ça. Puis il y avait un autre sujet, par contre, sur lequel on n'a rien dû, qui était une agression caractérisée aussi, qui était l'ISF déplafonné. Moi, j'avais un patrimoine qui était constitué à 90% d'actions de la société, que je pouvais très difficilement vendre, qui ne me rapportait rien, qui fluctuait dans des proportions considérables. Avant la bulle Internet, le cours de l'action a fait x20, qui est passé de 100, passé à 2000, là, il fallait payer l'impôt, puis ça revenait à 100 quelques mois après, voire à 0. Et donc, c'était une situation très compliquée. Et là, par contre, on n'a rien obtenu. Je suis allé voir tous les dirigeants de la classe politique de l'époque, le président Chirac, jusqu'au Parti communiste, et tous me disaient la même chose. Ils me disaient, écoutez, on comprend très bien, l'ISF déplafonné est une connerie, mais on ne peut rien faire. Donc des gens qui avaient une capacité à capituler devant la difficulté, la nécessité de faire un travail de pédagogie, d'aller expliquer aux Français que mettre des gens comme nous, qui étaient des professionnels de la création d'emplois dans une situation comme celle-là, c'était pas une bonne idée, et ça ne servait pas l'intérêt du pays, ça allait pousser ces gens à partir. Donc non, les Français, les politiques français, parce qu'ils sont déconnectés de la vie économique, tout simplement. Jean-Pierre Raffarin est une exception. Les dirigeants politiques français sont totalement déconnectés de la vie économique, et donc n'y comprennent rien et prennent des décisions qui sont complètement inadaptées. Donc du coup, il vous a fallu partir, et pourtant, vous êtes revenu. Ouais, alors du coup, je suis parti. Alors, je suis parti avec un projet positif. Je suis allé créer l'équivalent européen de Croissance Plus, qui s'appelle Entrepreneurs for Growth. Et là, je n'étais pas obligé de dire que je partais aussi pour des raisons fiscales, mais je l'ai fait parce que j'ai estimé que c'était mon devoir de citoyen. De briser l'omerta. Il y avait beaucoup de gens qui partaient à l'époque, mais qui ne disaient pas pourquoi ils partaient, beaucoup d'entrepreneurs.
Et je trouvais ça ridicule. Je croisais à Bruxelles toutes les stars d'entrepreneuriat français, les Bernard Darty, c'était passionnant d'ailleurs de raconter leur vie, comment ils avaient créé le premier Darty. Bon, mais je trouvais ça dommage que ces gens-là s'embêtent à Bruxelles alors qu'ils auraient pu en France créer des emplois. Donc je l'ai dit, j'ai dit que je partais aussi pour des raisons fiscales, je n'étais pas obligé, mais j'estimais faire mon devoir. Alors ça me vaut d'être brocardé de temps en temps par des journalistes qui ne comprennent pas bien ces sujets-là. Mais peu importe, parce que j'ai fait ce travail-là, l'ISF a été replafonné, donc je pense que j'ai rendu service à mon pays. Mais clairement, effectivement, c'est l'illustration parfaite de cette incompréhension, cette intolérance, cette incapacité à comprendre que pour créer des emplois, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Pour que les entrepreneurs soient motivés, il faut qu'ils puissent gagner de l'argent. Si on ne les laisse pas gagner de l'argent, ben, ils n'entreprendront pas ou ils entreprendront ailleurs. C'est aussi simple que ça. Et donc, ça, c'est une logique qui est valable dans tous les grands pays développés. Et quand on a essayé de faire l'inverse, quand on a essayé de faire que les entrepreneurs ne soient pas reconnus et motivés, ben, ça a été en général des catastrophes. C'est l'histoire de l'Ukraine au moment des colcos où voilà, on empêchait les agriculteurs de vivre des produits de leur travail. Et donc l'Ukraine, qui était un grenier à blé, était devenue, à l'époque de Staline, était devenue une terre de misère et de famine. Donc c'est l'histoire économique du monde, si vous voulez. Non, je ne dis pas ça, je dis juste que... Non, je ne dis pas ça, heureusement, mais encore que... Mais je dis juste que quand on empêche les entrepreneurs de réussir, quand on a, par exemple, effectivement, la loi qui a été votée, qui a déclenché la révolte de Dijon, quand on dit tout d'un coup, au lieu d'être à 32% d'imposition sur la plus-value, qui était ce qu'on avait à l'époque, qui était déjà très au-dessus de la moyenne européenne, qui était entre 20 et 25%, quand on dit on va passer à 70%, les entrepreneurs, ils disent oui, c'est un peu l'école cause, quoi. Ils disent ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup de tout sacrifier, ce que j'évoquais tout à l'heure, de sacrifier sa vie de famille, le peu de patrimoine qu'on a, ses relations sociales, parce que c'est ça quand même dont on parle pendant quelques années, pour dans un tout petit nombre de cas, réussir réellement. Donc les gens ils baissent les bras, ils disent ça vaut pas le coup, ou je vais le faire ailleurs, parce qu'ailleurs on va me prendre 25 ou 30%, ça c'est acceptable, mais de prendre 70%, je suis désolé, ça m'intéresse pas, je le fais pas. D'autant qu'on a d'autres options, ce que vous disiez très bien tout à l'heure. La plupart des gens qui entreprennent ont beaucoup d'autres options. Et l'option, quand on a fait Supleco, l'ESSEC ou HEC, de rester dans un grand groupe. Donc tout ça, c'est juste du pragmatisme. Mais un pragmatisme que ne comprennent pas des dirigeants politiques qui sont des politiques de carrière, le plus souvent, qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise de leur vie, qui ont fait de la politique toute leur vie, qui ont commencé à 28 ans comme maire de Neuilly et qui n'arrivent pas à s'arrêter, et qui essaient de manipuler des juges pour revenir, ou des gens qui connaissent que la fonction publique. On a la chance d'avoir des fonctionnaires de grande qualité en France, et c'est bien qu'ils s'impliquent en politique. Ils ont souvent un sens de l'intérêt général qui est très élevé, mais ils sont beaucoup trop nombreux en politique. Ils représentent 55% de l'Assemblée, alors qu'ils n'en représentent que 20% du Parlement. Donc ils sont 3 fois plus nombreux qu'ils devraient l'être. Et ça a comme conséquence, entre autres, qu'ils ne comprennent pas l'entreprise et qu'ils ne comprennent pas ces sujets-là. Ces sujets-là ne sont pas du tout intuitifs pour eux. Prendre 70%, moi j'ai eu des discussions intéressantes, d'ailleurs plutôt amicales, à Bercy, avec à l'époque le directeur de cabinet de Moscovici, M. Raymond des Pigeons. J'allais le voir sur un autre sujet, mais il se trouve que la discussion a dévié là-dessus. Le type était charmant, absolument charmant, mais il ne comprenait pas en quoi c'était un problème. On prenne 70% de la plus-value. C'est vrai, parce que les gens n'ont plus envie de travailler dans ces cas-là. C'est tout, et comme ils ont d'autres options, ils vont arrêter d'entreprendre, ce qui est quand même un peu dommage. Il a fallu 2 heures de discussion pour que commence à entrevoir en quoi c'était un problème. Donc le fond du problème, il est là, c'est que la classe politique est dominée par des gens qui ne connaissent pas l'économie. Et donc le pays aujourd'hui souffre terriblement, connaît un chômage de masse, une précarité de masse. J'espère que vous n'y serez pas confrontés, vous avez fait une belle école, vous avez une chance de trouver un bon job encore, mais pour des gens qui n'ont pas fait vos études, c'est très compliqué aujourd'hui, avec 5 millions de chômeurs, 177 000 chômeurs de plus l'année dernière, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 150 000 allocataires de plus du RSA l'année dernière. C'est une situation très compliquée, et c'est dû uniquement à une chose, une classe politique qui méconnaît totalement le fonctionnement de l'économie. On entend aussi souvent des choses à propos, justement, comme vous disiez, de cette incompréhension, une sorte de favorisation des grands groupes en France. Justement, contrairement aux entrepreneurs, on entend souvent au niveau justement de l'imposition, l'imposition étant souvent beaucoup plus favorable pour des très grands groupes que pour des petits ou pour des PME. Justement, vis-à-vis de cette... on a l'impression que les hommes politiques sont beaucoup plus à l'écoute, finalement, de ces grands groupes que des petits. Vous avez ressenti ça, ou pas, justement, dans vos démarches, dans vos discussions, comme vous le disiez?
Alors, est-ce qu'ils sont plus à l'écoute? Probablement. Les grands groupes, ils sont plus structurés pour se défendre aussi. Hein. Donc ça joue certainement. Il y a aussi pas mal de passerelles entre les grands groupes et la haute administration. Donc ça joue aussi, mais je ne veux pas non plus, caricaturer le fossé qui pourrait exister entre les PME et les grands groupes. Les grands groupes, ils souffrent autant que les petites entreprises. Simplement, ils sont plus structurés, ils ont une présence mondiale, donc ils peuvent absorber le choc, la difficulté d'être en France. Mais aujourd'hui, effectivement, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise français qui sont présents à l'international, petits ou grands, d'ailleurs, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent, on gagne de l'argent en Allemagne, on gagne de l'argent aux États-Unis, on gagne de l'argent en Italie. En France, on n'arrive pas à gagner de l'argent. Et donc, une PME qui n'est qu'en France, aujourd'hui, elle aura beaucoup de mal à continuer à exister. Et ça, c'est dû au montant des prélèvements, au fait que la classe politique a laissé filer la dépense publique pendant ces 40 dernières années. Hein. On était à 40% du PIB en 1974, on est à 57%. 17 points de PIB en 40 ans, c'est l'équivalent de la création d'un État régalien supplémentaire. Hein, c'est 340 milliards d'euros, c'est comme si on avait créé un deuxième État régalien à côté de l'État existant. Et donc, comme on a laissé filer la dépense publique, eh bien, il faut trouver il faut lever des impôts pour financer cet État omniprésent, cet État total, de tout faire. On peut tout bien faire. Et donc, on a des prélèvements qui sont extrêmement élevés. Les prélèvements obligatoires sur les entreprises, hein, uniquement en France, c'est 17 points du PIB. La moyenne en Europe, c'est 12. Donc, l'État français prélève juste 1,5 fois plus que ce que la moyenne des États européens prélèvent sur les entreprises européennes. 1,5 fois plus. Donc, c'est ce qui explique qu'effectivement, on a beaucoup de mal à être rentable en France. Et puis, il y a tout le reste aussi. Il y a tout ce qu'on appelle la suradministration, ou le harcèlement textuel, comme dit un de mes amis, Michel Guedet, qui est un économiste connu, qui rajoute aussi des coûts et de la complexité, et qui fait que développer une entreprise en France est devenu juste très compliqué, hein, avec un État qui en plus applique les réglementations souvent sans beaucoup de discernement, et spécialement vis-à-vis des petits. Hein, juste un exemple d'une émission à laquelle j'ai participé, qui était très bonne, complément d'enquête. On montrait récemment un bar breton avec une dame qui tenait ce bar, et dans ce bar, les employés, les clients allaient se servir au comptoir. Et un jour à minuit, il y a 3 contrôleurs de l'URSSAF qui débarquent, qui attrapent la dame par le col en disant, madame, travail dissimulé. 9 000 euros d'amende, 9 000 euros d'amende pour un petit bar breton, mais la clé sous la porte, et poursuite au pénal. Ça veut dire que poursuite au pénal, c'est un casier judiciaire et risque de prison. Vous allez dans n'importe quel McDonald's en France, on va se servir au comptoir. On n'a jamais accusé McDonald's de travail dissimulé. Voilà. Donc, ça, c'est la France aujourd'hui, la France de 2014. C'est un État qui ne soutient plus l'économie, qui ne soutient plus les entreprises. C'est un État qui est un frein, un obstacle au développement économique à travers à la fois les réglementations et les prélèvements obligatoires. Vous arrivez exactement la même chose au Quator. Vous avez accusé de travail dissimulé? Non, d'aller chercher le bureau au comptoir. Donc, est-ce que vous vous sentez proche quand même d'un parti politique? Est-ce qu'il y a un parti qui trouve un peu grâce à vos yeux, ou c'est tous, j'allais dire UMPS, un peu tous les mêmes? Alors on ne dit pas ça, attention, hein, on n'est pas du tout dans la logique. Si on a créé nos citoyens, c'est justement parce qu'on voulait proposer quelque chose de différent de ce que propose le Front National. Hein, nous, on essaie de créer une vraie troisième voie pour tous les déçus de la politique, et qui sont extrêmement nombreux, et qui en termes de valeurs soit radicalement différente de ce que proposent ces gens-là. Hein, nous, en termes de valeurs, on se veut européen, républicain, humaniste. Hein, toutes les propositions qu'on fait, on essaie de placer l'être humain au cœur de ces propositions. On veut réconcilier solidarité et prospérité. Hein, on croit à une vraie solidarité. Hein, une vraie solidarité, c'est les gens qui dorment dans la rue. Hein, 450 morts dans la rue l'année dernière en France. C'est pas les régimes spéciaux de retraite. C'est pas Anne Hidalgo qui part à la retraite à 51 ans ou Alain Juppé qui part à la retraite à 54 ans. Donc la vraie solidarité, c'est pas ça. Donc on prône une vraie solidarité, mais pour avoir une vraie solidarité et des politiques de solidarité ambitieuses, il faut un environnement prospère. Sinon, on les finance à crédit, et c'est vous, nos enfants, qui vont devoir financer ces politiques de solidarité. On emprunte quand même tous les jours 700 millions d'euros aujourd'hui, il faut le savoir. On emprunte 700 millions d'euros, à 70% financés par des étrangers, pour boucler la paye des fonctionnaires et financer les transferts sociaux, et payer la retraite d'Alain Juppé et d'Anne Hidalgo. Donc, prospérité indispensable pour financer des politiques de solidarité ambitieuses. Et la prospérité, c'est quoi? C'est encourager toute forme d'initiative entrepreneuriale, le petit bar breton, le commerçant de quartier, l'artisan, jusqu'au type qui va conquérir le monde avec ses idées, ses technologies. Et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas en France, on en parlait tout à l'heure, les pigeons, etc. Donc voilà ce qu'on cherche à faire. Donc on est très très différent, effectivement,
de la démarche du Front National. On veut justement faire barrage au Front National, en offrant à tous les déçus de la politique, qui sont extrêmement nombreux, une alternative crédible, une sortie par le haut, et non pas un repli sur soi. Alors, les partis politiques existants, non, ils ne trouvent pas, grâce à mes yeux, aucun d'entre eux. Ils portent tous la responsabilité de la situation dans laquelle on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans tous pourris, il y a des gens de qualité partout, heureusement, bien entendu, mais tant qu'on a à la tête des partis politiques, des politiques de carrière, ou uniquement des fonctionnaires, les choses ne changeront pas. Et le pays restera bloqué dans la situation dans laquelle il est, avec toutes les conséquences qu'on évoquait tout à l'heure, et en particulier le chômage de masse et la précarité de masse. Et justement, vous proposez finalement une véritable alternative. Or, il y a déjà un groupe qui s'est constitué il y a assez peu de temps qui s'appelle l'Alternative, justement, et ils ont proposé assez récemment avec l'UDI un ensemble de réformes assez libérales et finalement qui fait assez penser finalement ce que vous dites là. En quoi c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes, hein, si vous voulez. Enfin, moi je veux bien, mais c'est l'alternative. Oui, c'est du marketing. Quoi. C'est toujours les mêmes. Quoi, hein. C'est l'UDI, c'est le Modem, c'est des gens qui sont là depuis toujours, qui ont été aux affaires, qui n'ont rien fait. Rien. Enfin, moi je suis en train de... Je regarde de plus en plus près la gestion des affaires publiques. C'est effarant. On a laissé en friche des pans entiers depuis des années. L'éducation nationale est un bon exemple. Ça fait une trentaine d'années, voire plus, que dans l'éducation nationale, le DRH, le directeur des ressources humaines, c'est pas le ministre, c'est pas l'administration, c'est les syndicats. C'est pas normal. Aujourd'hui, la promotion dans l'éducation nationale, elle est décidée à 90% par les syndicats sur la base d'un critère, l'ancienneté dans le syndicat. C'est absolument anormal. Ça explique en grande partie pourquoi on est un des pays développés qui dépense le plus dans ce domaine-là et qui a les moins bons résultats, avec un des systèmes les plus inégalitaires des pays développés, comme l'a montré l'OCDE encore il n'y a pas très longtemps. Un autre exemple, dès qu'on parle des problèmes, des vrais problèmes, et les gens du Modem et de l'UDI et tous les autres essayent de l'enterrer. Juste un exemple. Il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Perruchot, qui est sorti en 2011. Nicolas Perruchot, c'était un député qui s'était fait attribuer un mandat pour mener une enquête parlementaire sur le financement des syndicats. Il a fait son enquête, très compliquée, parce qu'il n'a pas été bien su partout. Il a fait avec un mandat pourtant très clair. Par exemple, au port autonome de Marseille, il est allé, et les autorités locales, le préfet, lui a dit, écoutez, vous pouvez y aller, mais on ne garantit pas votre sécurité. Le préfet ne garantit pas votre sécurité. Le port autonome de Marseille, le coût du traitement à la tonne est 2,5 fois supérieur à celui de Barcelone, qui est juste à quelques centaines de kilomètres. Pourquoi ? Parce que les employés du port autonome de Marseille sont payés 4 000 € net par mois pour 12 heures de travail par semaine. Pour 12 heures de travail par semaine. Ils partent à la retraite à 51 ans aussi. Donc il a fait son enquête, il a montré que 97% des ressources des syndicats étaient publiques, étaient des financements publics. 97%, seulement 3% venaient des cotisations des adhérents. 97% publics. Dont une grande partie détournée du paritarisme. Il l'a montré, il y avait tous les éléments, les preuves comptables, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le président du groupe UMP à l'Assemblée, Christian Jacob, le président du groupe PS à l'Assemblée à l'époque, Jean-Marc Ayrault, ont tous les deux signé des deux mains pour interdire la publication pendant 25 ans de ce rapport, en 2036, sous peine de sanctions pénales. Le rapport, il est quand même sorti dans Le Point, heureusement. Heureusement, la presse est libre. Mais qu'une partie du rapport. Et quand il est revenu à son bureau 2 jours après, Nicolas Perruchot, il me l'a raconté. Quand il est revenu 2 jours après, toutes les pièces contacts qu'il avait trouvées avaient été détruites. Heureusement, il avait gardé les rapports. Donc, tous ces gens-là, ils appartiennent au système. Tous ces gens-là, ils appartiennent à ce système qui, aujourd'hui, cautionne l'immobilisme et cautionne des situations qui sont simplement inacceptables. Donc aujourd'hui, c'est à la société civile. C'est à la société civile de reprendre son destin en main et de dire ça suffit. Ça suffit. Comme à une époque en Tchécoslovaquie, comme à une époque en Pologne, des citoyens se sont levés. Il n'y avait pas d'entrepreneurs, parce qu'il n'y avait plus d'entrepreneurs dans ce pays-là. Václav Havel, Lech Walesa, et on dit ça suffit, la caste qui domine ce pays et qui le conduit à la ruine. Parce que c'était pareil. Alors ils n'avaient pas le droit de vote, eux, c'est la différence. Nous on a le droit de vote, mais on n'a pas le choix des candidats. Nous, par exemple, je ne sais pas vous, peut-être pas depuis très longtemps, mais moi je fais de vote depuis très longtemps par défaut. Je choisis des gens, je choisis le moins pire. Celui qui va nous cacher le moins de choses, qui va enterrer le moins possible les rapports Perruchot, qui va essayer de prendre des décisions, qui va essayer de les assumer, qui va juste promettre mais faire derrière. Et donc aujourd'hui, c'est à la société civile. Et vous savez quoi ? C'est à vous les jeunes. C'est à vous les jeunes en particulier. Parce que moi je suis tranquille. Moi, j'ai aucun problème. Moi, je peux vivre tranquille jusqu'à la fin de mes jours.
Mais j'ai 4 enfants, je pense à mes 4 enfants. Et moi je fais ça pour les jeunes, parce que c'est vous qui allez payer cette situation. C'est vous qui allez subir, qui subissez dès maintenant la difficulté de devoir trouver un job. C'est vous qui allez devoir payer les dettes colossales qu'on est en train de faire. Colossales. C'est vous qui allez être les dindons de la farce. Donc c'est à vous, je pense, de reprendre votre destin en main et de dire ça suffit. Mais justement, comment changer le système? Parce que par principe, s'il y a une caste au pouvoir, elle va essayer de se maintenir au pouvoir. Ah bah elle va essayer, hein. Mais si on n'essaye pas, il ne va rien se passer. Donc on a quand même un système démocratique encore aujourd'hui qui fonctionne à peu près bien. La preuve, vous voyez, on a pu créer un parti. On était 100 au mois d'octobre, citoyens issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, on est 9000. 9000 adhérents payants, ce qui fait de nous un des tout premiers mouvements politiques français. Hein. On est en top 8, aujourd'hui, voire même un peu plus. En juste 7 mois. On a 18 000 sympathisants. On présente des listes aux européennes dans 7 des 8 circonscriptions nationales, avec des gens très variés, avec un discours très clair, très pro-européen mais réaliste, et en dénonçant là aussi l'hyper-professionnalisation, le fait que nos dirigeants politiques ont fait de l'Europe leur bouc émissaire favori, ne sont plus porteurs d'une vision européenne, d'un projet européen, et donc l'Europe elle est à mi-chemin, elle est bloquée sur tout un tas de sujets, elle n'avance plus. Et donc aujourd'hui, on a envie, il y a beaucoup de gens qui ont envie, effectivement, les populistes, de jeter le bébé avec l'eau du bain, alors que l'Europe, c'est un projet magnifique. L'Union, elle fait la paix déjà. Pendant les 60 dernières années, on a vécu en paix avec nos voisins, alors que pendant les 80 années précédentes, on a quand même été en conflit 3 fois avec nos grands voisins allemands. Donc l'Europe, même si elle ne marche pas très bien, c'est normal, c'est un projet très compliqué. Même si elle ne marche pas très bien, au moins elle a garanti la paix, c'est déjà pas mal. Et puis l'Union, elle fait la force sur tout un tas de sujets. Dans un environnement mondialisé, pour peser dans la mondialisation, il faut s'unir. Si on veut aller, par exemple, négocier à l'OMC, d'intégrer dans les rapports internationaux, dans les négociations internationales, des normes environnementales, des normes sociales, petit pays de 65 millions d'habitants en grande difficulté aura beaucoup plus de mal qu'une entité de 550 millions d'habitants qui est la plus proche de la. Et justement, est-ce qu'il y a des nous citoyens qui poussent un peu en Europe ou... Alors, il y a un peu comme pas grosse plus à l'époque. Ouais, non, il n'y a pas de nous citoyens qui poussent en Europe, mais parce que le nord de l'Europe ne se porte pas si mal. L'Europe est plutôt pas mal gérée, avec des dirigeants politiques responsables, qui, comme Schröder en 2003. En 2003, la France et l'Allemagne avaient le même problème. On n'était pas dans les clous par rapport au fameux 3% de déficit, qui était le fameux engagement qu'on avait pris, qui avait été une idée des Français, de Mitterrand à l'époque. Donc Schröder, à l'époque, et le dirigeant français de l'époque, je ne sais plus qui c'était quelqu'un de droite, vint à Bruxelles négocier un délai pour faire des réformes et revenir aux 3%. On obtient tous les deux le report. Schröder prend les décisions. Difficiles. Réforme structurelle, réforme Hartz, tout un tas de réformes difficiles. Il perd les élections d'ailleurs. Mais en attendant, il a ramené le déficit à 3%, et aujourd'hui, vous savez peut-être, ils sont excédentaires depuis 2 ans. Et ils ont un taux de chômage à 5%, une balance commerciale excédentaire. Nous, ça fait 11 ans qu'on va renégocier régulièrement, tous les 2 ans. Là, on vient d'aller renégocier alors qu'on y était encore il y a 1 an. On s'est fait retoquer, je ne sais pas si vous avez vu, pour la première fois. La première fois, on s'est fait retoquer. Beaucoup parce que les cousins latins d'Europe du Sud ont dit aussi, ça suffit les Français, votre cinéma, ça suffit d'aller régulièrement pleurer pour avoir des délais supplémentaires et de ne pas faire les réformes. Nous, on a fait un certain nombre de réformes, donc à vous de les faire. Mais donc nous, on a des dirigeants politiques qui sont juste pas responsables, beaucoup plus que dans les autres pays d'Europe, donc nous, citoyens, on a surtout besoin en France. Mais justement, en 2003, pendant Schröder, c'était Jean-Pierre Raffarin qui était Premier ministre, qui vient du privé, justement. Alors est-ce que c'est pas un peu inquiétant? Jean-Pierre Raffarin, il a beaucoup de qualités, mais en l'occurrence, il n'a pas été au niveau. Et puis surtout, le problème de Jean-Pierre Raffarin, comme le problème de Christine Lagarde, comme le problème de tous ces gens issus du privé, de Francis Maire à une époque, c'est que tant qu'ils sont dans le système, ça sera très compliqué. Christine Lagarde, c'était, que je connais un peu, que j'ai croisé pas mal à l'époque, c'était une experte en droit du travail. Quand elle est arrivée, elle a dit le droit du travail français, ça ne marche pas. Elle avait raison, le droit du travail français est une catastrophe, je pourrais passer le reste de la soirée à vous en parler. Absolue catastrophe qui fait que quand on est chef d'entreprise, on veut signer le moins de contrats de travail possible et le plus tard possible. 1/3 des PME françaises qui sont en sous-effectif, alors qu'on a 5 millions de chômeurs, parce qu'on ne veut pas signer de contrat de travail. On en signe le moins possible. Donc ça ne marche pas. On va vous expliquer pourquoi si vous voulez. La principale raison, c'est que quand il faut déboucler un contrat de travail, malheureusement ça peut arriver, X raisons, ne serait-ce que pour protéger les autres emplois, c'est très compliqué, on a souvent des recours au prud'homme, et on perd très souvent, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on perd, et on paye
paye 100, 200, 300 000 euros d'indemnité, et là, on peut tomber. Quand on est une PME, qu'on a un recours au prud'homme qui se passe mal, en général, c'est terminé. Il faudrait faciliter les licenciements. On va en parler. Il faut le traiter différemment. Mais donc, Christine Lagarde arrive, et elle dit le droit du travail, ça ne marche pas. Et là, on lui dit, mais attendez, Madame Lagarde, on ne va pas commencer à parler des vrais sujets, là. On a une élection bientôt. Donc, on ne va pas prendre le risque, avant cette élection, d'ouvrir ce débat-là. Elle a accepté de ne pas en parler, elle a fait une date dernière, donc pour elle est le FMI. En attendant, le droit du travail est toujours aussi catastrophique. Et donc, tant qu'on a à la tête des partis de gouvernement des gens qui sont issus du système, qui sont des politiques de carrière, qui imposent leur agenda, qui imposent leur vue, qui veulent être réélus à tout prix, qui ne sont pas comme Schröder à dire moi je me suis engagé auprès de mes partenaires européens à faire des réformes, je les fais. Tant qu'on n'est pas dans cette logique-là, eh bien on continuera effectivement de ne pas faire les réformes et d'avoir la situation qu'on connaît. Alors sur le droit du travail, pour répondre à votre question, ce qu'il faut, c'est faire qu'il n'y ait pas de tentation de recours systématique. Il faut faire ce qu'ont fait tous les pays qui ont réglé ce problème, la plupart des pays d'Europe l'ont réglé. Il y a une grille très simple qui dit, voilà, en fonction de l'ancienneté, il y a tant d'indemnités. Et on ne doit pas avoir nécessairement à motiver le licenciement, faute lourde, faute grave. Il doit pouvoir y avoir des recours en cas d'abus, bien entendu, et surtout de discrimination, parce que ça c'est un vrai sujet, il peut y avoir des discriminations. Mais autrement, on doit pouvoir dire, voilà, vous avez tant d'ancienneté dans l'entreprise, on vous doit tant. Et voilà, et on ne rentre pas dans un débat pour savoir si c'est une faute de telle nature ou pas, s'il y a eu tel ou tel comportement, on s'en fiche. Quand à un moment donné on a décidé de plus travailler ensemble, il ne doit pas y avoir de discussion infinie. Et ça, c'est de nature à faire que les chefs d'entreprise n'auront plus peur de recruter, et que donc les PME en particulier seront plus en sous-effectif, comme elles le sont aujourd'hui, et on va créer beaucoup, beaucoup d'emplois grâce à ça. Donc, si demain vous devenez le nouveau Lech Walesa, si finalement Denis Père gagne, est-ce qu'on peut penser, quelles seraient les 3 réformes que vous feriez, les 3 solutions au pouvoir demain? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que si un jour on prenait le pouvoir, on verra, parce qu'il y a beaucoup de scénarios, hein, on n'est pas obligé de prendre le pouvoir pour ça, on peut influencer aussi. Hein, mais effectivement, si on est amené à devoir y aller, parce que c'est effectivement pas exclu, en 2017, eh bien, on ferait 2 choses. On donnera un grand coup d'arrêt, un grand coup de frein sur la dépense publique. Hein. Il faut trouver 200 milliards d'euros, d'après nous, et pas 50. Alors 200 milliards en 5 à 7 ans, c'est très compliqué de faire ça immédiatement, mais avec un vrai programme de réforme structurelle du pays, en baissant le nombre de fonctionnaires et sans brutalité. On a une pyramide des âges qui est très avantageuse, ce qui fait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui partent à la retraite chaque année. Donc il faut en renouveler le moins possible, il faut inciter les fonctionnaires à partir, il faut complètement repenser le fonctionnement de l'administration qui est très archaïque dans son fonctionnement, avec des méthodes de gestion des ressources humaines qui sont totalement archaïques, qui reposent sur le GVT. Le GVT, c'est le glissement vieillesse-électricité. C'est la promotion à l'ancienneté. Très très longtemps, il n'y a plus aucune grande organisation qui est fondée sur la promotion à l'ancienneté. Il n'y a pas de comptabilité analytique dans la plupart des administrations. Moi, j'ai rencontré un recteur d'académie, un ancien recteur d'académie de Reims, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il avait autant de lycées et de collèges qu'à Nice. Mais à Nice, parce qu'il faisait beau, que beaucoup de gens voulaient aller dans le sud, il y avait 3 fois plus de personnel administratif. Et il n'y avait aucune organisation qui avait dit à un moment donné, on a arrêté d'envoyer du personnel administratif à Nice, ça finit par coûter très très cher. Donc, pas de comptabilité analytique, etc. Donc, réforme de l'organisation, baisse du nombre de fonctionnaires, on cherchera 200 milliards d'euros, et on pense que là, on reviendra à un niveau de compétitivité comparable à nos voisins européens. Et puis, de l'autre côté, un grand coup d'accélérateur sur la création d'emplois. Quand on a été chef d'entreprise, ce qui est mon cas pendant 22 ans, on connaît tous les verrous. Le droit du travail en est un, les effets de seuil, le financement de l'innovation, l'apprentissage, des choses dont on parle depuis des années d'ailleurs. Des années qu'on entend l'apprentissage, la formation professionnelle, et des années qu'on sait qu'il faut réformer tout ça. Mais c'est un peu comme le rapport Perruchot, tout ça, c'est mis sous cloche de côté, parce que derrière, il y a des syndicats qui bloquent. Syndicats qui sont plus représentatifs. Il faut réinventer le syndicalisme, il faut s'appuyer sur les gens de bonne volonté. Dans les syndicats, il y en a plein qui ont envie que ça change, qui ont compris que le système était aux limites. Mais tant qu'on a des politiques de carrière obsédées par leur réélection à tout prix, ces sujets ne seront pas évoqués, ils seront mis sous cloche, on n'en parlera pas, et donc voilà, tous ces sujets ne sont pas évoqués, mais on sait très bien comment débloquer, déverrouiller la création d'emplois. On pense qu'on peut créer en 5 ans 1,5 million à 2 millions d'emplois en France sans beaucoup de difficultés. Il faut supprimer les dames. Il faut supprimer les dames. Il
faut réformer l'ENA, ça c'est une certitude. L'ENA ne doit pas avoir le monopole du placement des hauts fonctionnaires, ou plutôt l'État ne devrait pas exclusivement recruter à la sortie de l'ENA. Je pense que l'ENA devrait être une école, un master en gestion des affaires publiques, et que toutes les grandes écoles de management devraient être autorisées à développer des masters en gestion des affaires publiques, et que l'État devrait recruter parmi ces différents masters. Le CP Europe pourrait très bien avoir son master en gestion des affaires publiques, HEC, l'ESSEC, et l'État devrait recruter les meilleurs éléments, l'État, les collectivités, au sein de ces formations, et ne pas recruter qu'à l'ENA. Le coût de l'ENA, juste quand même pour information, le coût de l'ENA est de 100 000 euros par an et par élève. Le coût d'un élève de CP Europe, c'est une trentaine de milliers d'euros. Donc c'est juste à peu près 3 fois plus. Donc, on voit bien que tout ce qui est fait par l'État, quand même, est souvent beaucoup plus cher que ce que fait. Vous n'êtes pas moins membre des ENA. Coûtez 3 fois moins cher. Pour aller plus peut-être vers l'actualité, vous parliez justement si vous arriviez au pouvoir, de changer certaines choses. En ce moment, il y a une grosse question, c'est le rachat d'Alstom, une partie du moins d'Alstom. Oui. Le gouvernement se montre justement très présent sur la question. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette présence? Qu'est-ce que vous pensez de ce volontarisme affiché de l'État? Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler sur BFM Business hier matin, sur LCI ce matin, sur RMC tout à l'heure. C'est un sujet. On va continuer. On va continuer ici. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a une surréaction très émotionnelle des dirigeants politiques qui essayent de s'immiscer effectivement dans une transaction qui est une transaction totalement privée. Alors, que l'État soit vigilant, il y a un certain nombre d'emplois à la clé, bien entendu, c'est important, mais entre GE, entre General Electric d'un côté et Siemens de l'autre, on a affaire à des entreprises sérieuses, extrêmement crédibles, extrêmement implantées en France depuis des années. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un risque majeur pour l'emploi. Il y a un risque forcément, je suis sûr qu'il y a un risque majeur pour l'emploi. Le principal problème que pose Alstom, c'est surtout, et c'est normal qu'il y ait des acquisitions au passage d'entreprises françaises aussi, c'est normal qu'il y ait des consolidations. Il y a des entreprises françaises qui vont consolider et achètent des entreprises étrangères tous les jours, et heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, plus on va s'opposer et plus l'État va s'immiscer, plus ça va envoyer un message désastreux sur les marchés étrangers, et plus il y aura des tentatives de rétorsion, le cas échéant, si ça se passait mal. Arnaud Montebourg a déjà empêché l'acquisition de Dailymotion par Yahoo il n'y a pas très longtemps. Les Américains commencent à en avoir un peu marre de voir Arnaud Montebourg s'impliquer dans les transactions privées en France. Il n'est pas impossible qu'il y ait des mesures de rétorsion bientôt. Ça serait normal, d'ailleurs. Supportent de moins en moins les Américains, et ils ont raison, ce type de comportement. Donc le premier problème, c'est effectivement qu'ils s'immiscent dans ces sujets, avec des postures de matamor ridicules. Et le deuxième problème, Arnaud Montebourg, c'est pas ce que c'est qu'une entreprise. Il n'a jamais mis pied dans une entreprise de sa vie. Donc une transaction de ce type-là, toute la dynamique derrière, il a beaucoup de mal à comprendre. Deuxième problème, surtout, c'est que moi, j'aurais préféré avoir Alstom en tant que consolidateur plutôt qu'en tant que consolidé. Alstom a une vraie crédibilité, a été longtemps un fleuron industriel du pays, avait tout pour devenir un consolidateur. L'est pas devenu, il y a eu peut-être des erreurs stratégiques, mais aussi un environnement qui ne l'y aidait pas. Il n'y avait pas de fonds de pension qui lui permettait d'avoir un actionnariat stable, et donc quand Bouygues, à un moment donné, un des rares gros investisseurs français dans l'industrie, a eu d'autres projets dans les télécoms, ils se sont retirés. C'est la raison pour laquelle Alstom est en vente aujourd'hui. Et il n'y avait pas de fonds de pension pour être là dans la durée et avoir un actionnariat stable dans la durée. Et puis il y a tout l'environnement français dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est très très dur d'être un industriel en France. Quand vous avez des prélèvements obligatoires qui sont 50% plus élevés que la moyenne des voisins. Le coût du travail en France, tout chargé, c'est 34 € de l'heure, tout chargé, pas parce que les salariés français sont surpayés, mais juste parce que les prélèvements sont très élevés. 34 € de l'heure. En Allemagne, c'est 30. En Angleterre et en Espagne, c'est 20. Comment voulez-vous être compétitif dans ces conditions? Ensuite, vous avez tout le reste, vous avez tout l'environnement réglementaire. La Fédération des industries mécaniques a montré il n'y a pas très longtemps que le poids de la gestion paritaire, donc les CE, les CHSCT, tout l'environnement administratif qui va autour, vous n'avez peut-être jamais vécu ça encore, vous allez découvrir, convoquer un CE, c'est un formalisme très très précis, un CHSCT, convocation, compte rendu, etc. Tout ça, c'est très très lourd. La Fédération des industries mécaniques a montré qu'on était l'environnement en Europe qui était le plus coûteux
4 fois plus coûteux que le deuxième qui est l'Italie. 4 fois plus coûteux que le deuxième qui est l'Italie. Donc les entreprises françaises, elles doivent vivre avec tout ça. Elles sont aujourd'hui les moins rentables d'Europe. Elles sont les moins rentables d'Europe. Je disais tout à l'heure, quand on demande à un industriel français où il gagne de l'argent, il dit partout sauf en France. Donc à un moment donné, un jour qu'un Alstom soit consolidé, c'est malheureusement assez normal dans un contexte comme celui-là. Ils n'ont pas eu les moyens de générer les marges qui leur permettaient d'investir et de continuer à se développer à l'étranger. Les marges d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, avec un environnement comme celui-là, malheureusement, les industriels ont beaucoup de mal à continuer à se développer. Donc, dernière question, avant de passer la parole au public. Hier, à l'Assemblée nationale, Arnaud Montebourg déclarait qu'à ce rythme-là, il fallait placer des détecteurs de mensonges chez les patrons du CAC 40. Qu'est-ce que vous pensez pour rétablir la confiance entre industriels et l'État? C'est une bonne question. Effectivement, il y a un de défiance majeure. Ça, c'était la question de l'ESI ce matin. Il y a un problème de défiance majeure. Effectivement, on le voyait, effectivement, déclarer que Macron, il avait dit qu'il n'y avait pas de projet, et que voilà, il fallait il y a une défiance majeure entre les dirigeants des entreprises et l'État, et ça n'est pas surprenant. Alors, François Hollande et Emmanuel Valls tiennent un discours beaucoup plus constructif vis-à-vis des entreprises depuis quelques temps, mais c'est très nouveau. C'est tout récent. Arnaud Montebourg, lui, il incarne tous les délires précédents, quoi, hein. Le chantre de la démondialisation, qui prenait à partie la famille Peugeot, Mittal, Dailymotion contre l'acquisition par Yahoo. Enfin, c'est un extraterrestre dans le monde de l'entreprise. Et donc, effectivement, il n'y a pas de confiance avec un Arnaud Montebourg. Au passage, c'est quelqu'un que j'aime bien, Arnaud Montebourg. Hein, je dis du mal là comme ça, mais j'en dirais pas. Non, mais j'aime bien parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui a des convictions sur un certain nombre de sujets, qui les exprime avec force. Mais Arnaud Montebourg, c'est plus un professionnel du droit, quoi. Arnaud Montebourg, moi, je l'aurais très bien vu comme ministre de la Justice. Moi, j'aimais bien quand il se battait pour plus de transparence dans les financements des partis, quand voilà, il y avait ce côté chevalier blanc. Enfin, je trouvais ça intéressant. Si lui-même est propre par ailleurs, parce que quand on tient ce genre de discours, il faut être très clean. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé le concernant. Donc moi j'aime bien l'individu sur ces sujets-là. Mais sur les sujets économiques, il est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et donc, il y a une relation de défiance totale entre les chefs d'entreprise et lui. Et donc, un cron, évidemment, il ne va pas lui dire qu'il a des projets de cession à GE, quoi. Évidemment. En plus, il est tenu par des clauses de confidentialité, avec des pénalités considérables. Enfin, donc, évidemment qu'il ne va pas lui en parler, même sous le sceau de la confidentialité, compte tenu de cette défiance majeure. Donc après, il a beau effectivement faire son numéro à l'Assemblée sur les détecteurs de mensonges. Ouais, la réalité est là. Le constat, c'est que les chefs d'entreprise françaises ne font pas confiance à ce gouvernement, mais aux dirigeants politiques en général. Je veux dire, l'équipe Sarkozy, c'était pas mieux. Enfin, regardez les résultats. Regardez, il n'y a eu aucune réforme sérieuse, malgré des promesses extrêmement nombreuses. Au passage, l'alignement des plus-values sur la fiscalité des salaires, donc, qui a déclenché la révolte de Dijon, c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a fait aussi l'exit tax. L'exit tax, c'est quand même un truc invraisemblable quand on y réfléchit. Vous avez des gens qui quittent le pays pour des raisons fiscales, plutôt que de se dire on a peut-être quand même un problème de compétitivité et d'attractivité, on va les empêcher de partir. On va créer un mur de Berlin. Je prenais l'exemple de la Pologne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va créer un mur de Berlin fiscal, on va les empêcher de partir. Bon, déjà ça, c'est quand même assez choquant. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, si vous quittez la France, vous restez dans l'Union européenne, vous avez 8 ans pour payer votre plus-value latente. Bon, 8 ans encore, c'est possible. Mais si vous quittez l'Union européenne, ce que j'ai fait moi dans les années 90 pour aller développer ma société aux États-Unis, c'était indispensable. Le marché américain, c'était le marché de référence pour Business Object. C'est avec mon associé, on est allé s'installer là pendant quelques temps pour former les Américains, comprendre le marché. C'était indispensable. Je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Parce que si je quittais l'Union européenne aujourd'hui avec une plus-value latente très importante, je devrais sortir immédiatement des millions d'euros que je n'avais pas pour payer la plus-value latente, grâce à Nicolas Sarkozy, qui ne comprend pas non plus du tout le fonctionnement des entreprises et qui méprise les entrepreneurs avec ses équipes autant que le gouvernement actuel. Tant qu'on a une classe politique qui est dominée par des politiques de carrière, des gens qui ne connaissent pas l'entreprise et des fonctionnaires avec toutes les qualités qu'ils ont, qui sont incontestables, mais qui ne connaissent pas non plus les entreprises, on aura des situations comme celle-là, on aura un pays qui sera confronté à des taux de chômage gigantesques et à une précarité colossale, et qui se réfugiera
dans le vote extrême, dans le vote populiste, parce que la sanction, au final, c'est ça. Des Français plus pessimistes que les Irakiens et les Afghans. Des jeunes Français, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a des études qui ont montré récemment que 80% des jeunes diplômés allaient probablement ou certainement chercher un job à l'étranger là, au mois de mai. C'est quand même un sacré signe de défiance. Et 61% des jeunes de 18 à 35 ans sont prêts à participer à des mouvements violents. Donc, la conséquence de tout ça, de cette incapacité de la classe politique à comprendre l'économie, à gérer l'économie, à faire un travail de pédagogie qui est difficile, mais quand vous avez qu'une obsession qui est d'être élu et que vous ne connaissez pas l'économie, ben c'est impossible à faire. Donc tant que vous avez des gens qui ont ce profil-là, eh bien, on aura la situation dramatique dans laquelle on est. Très bien, merci beaucoup Denis Père. On va passer aux questions du public. Donc, moi j'avais une première question. Enfin, vous avez décrit un État qui est un obstacle aux entrepreneurs, mais on voit aussi qu'il y a tout un tas d'initiatives comme la mission Etalab. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va permettre d'accompagner les entrepreneurs justement? Alors pour être très franc, je ne connais pas la mission Etalab, mais... C'est toute la politique d'open data. Ah oui, alors tout ce qui est open data, c'est très bien. Moi, je ne fais qu'encourager ça. C'est une très bonne chose. L'open data en matière de gestion des collectivités, de gestion des administrations, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous, on a présenté des listes municipales, on a labellisé des listes municipales. La première chose qu'on leur a demandé, ça a été de s'engager, s'ils sont élus, à faire beaucoup d'open data, à publier toutes les données possibles et imaginables sur la gestion de la commune, sur l'endettement par habitant, sur la fiscalité par habitant, la dette par habitant, la dépense par habitant, etc. Qui sont des données qui existent mais qui ne sont jamais diffusées. Donc toute démarche d'open data, oui, c'est une très bonne chose. Je ne sais pas si ça va beaucoup aider les entrepreneurs, mais... La mission est dirigée par Henri Verdier, quand j'ai vu qu'il était intervenant dans ce... Ah oui, bah, tant mieux. Oui, non, mais ça ne m'étonne pas, parce que l'open data, nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Mais non, alors le gouvernement a fait des choses pour les entrepreneurs. Après les pigeons, qui effectivement a été une crise majeure, il y a eu une réaction, et c'est bien, et Fleur Pellerin a fait pas mal de choses, dont on peut que se féliciter, mais qui sont des petites choses. Ils ont corrigé la situation, alors on est revenu à une fiscalité qui n'est plus aussi folle, qui est de 28% à 65% quand même, dans un certain nombre de cas. Pas du tout encore parfait. La moyenne européenne, on est autour de 20. Donc il y a eu des choses de fait, mais c'est souvent des petites choses faites en traînant les pieds, et il faut, vous voyez, une mobilisation massive des entrepreneurs pour qu'ils finissent par faire les choses. Il y a tellement d'autres sujets, par exemple le financement de l'innovation. Juste pour parler de ce sujet-là. Le financement de l'innovation, des startups, aujourd'hui, il est beaucoup entre les mains de la BPI, de l'État, qui fait des choses bien d'ailleurs, pas que des choses qui n'ont pas de sens, heureusement. Ils font des choses, moi, qui m'inquiètent plus, mais quand ils investissent en direct, ça fait penser au Crédit Lyonnais à la époque, mais ils font des choses très bien aussi, l'exposé, ça c'est très bien. Mais on n'incite pas du tout la société civile à le faire et à s'impliquer. Quand vous avez un peu d'argent en France, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout incité à investir dans les startups, très peu. Il y avait un mécanisme qui existait, qui avait le tort de s'appeler le Madelin, forcément, dans le contexte actuel, qui portait sur 100 000 euros, vous pouviez investir 100 000 euros, déduire 20 000 euros de vos revenus. Ce mécanisme, il a été réintégré au plafonnement des niches fiscales. Donc si vous avez une nounou qui vous coûte 5 000 euros, vous pouvez investir 5 000 euros dans une start-up. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un mécanisme qui s'appelle l'EIS, qui portait sur 500 000 livres. Ils l'ont doublé récemment, ils l'ont porté à 1 million de livres. Vous pouvez investir 1 million de livres, c'est-à-dire 1,2 million d'euros, déduire un tiers de vos revenus, 330 000 euros, plus de 330 000, 350 000 euros en l'occurrence. Vous pouvez déduire 350 000 euros de vos revenus, et à la sortie, il y a zéro plus-value. Et pourquoi ils ont fait ça, les Anglais? Ils sont assez malins. Londres n'est pas devenu la première place financière mondiale, une des premières par hasard. Ils se sont rendus compte que l'impôt qui sortait par la porte rentrait par la fenêtre. C'est-à-dire que tout investissement dans une start-up générait immédiatement des flux fiscaux pour le Trésor britannique, flux fiscaux positifs entrants. Parce que la start-up, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter du matériel, donc ça va générer de la TVA. Elle va employer du monde, donc elle va embaucher des gens tout de suite avec l'argent qu'elle lève. Donc ça va générer également des charges sociales, etc. Ils se sont rendus compte qu'en 9 mois, ce qui sortait du Trésor britannique re-rentrait dans les caisses du Trésor. Et en plus, créait des emplois. Donc ils ont doublé le plafond. Nous, en France, on ne veut surtout pas faire ça, parce que ces gens qui peuvent investir dans les startups, qui ont un peu d'argent, c'est des salauds de riches. C'est des salauds de riches. Donc on ne veut pas, on est dans une démarche idéologique.
Ces gens-là, c'est des cadres, c'est des professions libérales, c'est des chefs d'entreprise qui ont du temps, qui ont de l'expertise, qui ont de l'argent, mais qui sont perçus par nos dirigeants comme des gens qu'on n'a pas envie d'aider. Or, on n'est pas en train de les aider, on est en train d'aider les jeunes Français en permettant la création d'emplois en France, en incitant ces gens-là à investir dans des jeunes entreprises. Mais il y a une démarche idéologique qui consiste à dire on ne va surtout pas aider ces gens-là. Donc on ne fait surtout pas ces choses-là. J'ai juste une deuxième question complètement différente. Comment vous allez vous adresser aux gens qui se tournent aujourd'hui vers les partis plus populistes? Alors, en faisant ce que j'ai fait là, c'est-à-dire en expliquant ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire qu'on était nous aussi en rupture par rapport aux partis traditionnels, mais pas en dénonçant le tous pourri. Encore une fois, il y a des gens de qualité partout. On est en rupture, mais on propose juste autre chose de beaucoup plus crédible au plan des valeurs, plus crédible aussi au plan économique. Notre projet, c'est pas un Tchernobyl économique, c'est pas réinventer l'Albanie. Notre projet, c'est un projet crédible de réforme du pays, assumé. On n'est pas dans la dénonciation des boucs émissaires, comme les populistes. Nous, on parle des vrais problèmes, des vrais sujets. On parle effectivement d'un syndicalisme qu'il faut réinventer, on parle d'une dépense publique excessive, on parle effectivement de nombreux gaspillages, on parle du droit du travail, on parle de tous les obstacles à la création d'emplois, ce que font pas du tout les populistes. Les populistes vont expliquer que c'est la faute à l'euro, il faut arrêter l'Europe, c'est salaud d'allemand, etc. Je trouve d'ailleurs des discours qui sont assez inquiétants. Donc nous, on n'est pas du tout dans une démarche de dénonciation des boucs émissaires, on parle des vrais sujets. Et donc nous, on aura des résultats si jamais un jour on les met en œuvre, alors que les populistes, ils vont faire qu'accélérer la crise. Sortir de l'euro aujourd'hui, c'est une folie. On s'endette tous les jours à hauteur de 700 millions d'euros, à 2%, avec des taux allemands encore pour l'instant, tant mieux, pourvu que ça dure, alors qu'on a un budget plutôt grec. Mais bon, on s'endette au grec de 2008, parce qu'ils ont fait des efforts depuis. On s'endette à 2% à des taux remarquables. Le jour où on sort de l'euro, les créanciers du pays ne nous accorderont plus des taux allemands, ils nous accorderont des taux de pays très très mal gérés. Donc ça passera à 10% tout de suite. Donc il faudra immédiatement licencier 500 000 fonctionnaires. C'est ce qui se passera. Alors après, Marine Le Pen, elle a inventé tout un discours très construit pour expliquer que tout ça va très très bien se passer, il ne faut pas s'en faire, ça se passera très très bien. Non, ça ne sera pas bien. Il faudra toujours trouver 700 millions d'euros par jour. Et les trouver où? Sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, ils ne prêteront pas. En tout cas, ils prêteront qu'à des taux extrêmement élevés. Donc on essaie de faire ce travail de pédagogie vis-à-vis de ces gens-là pour leur expliquer effectivement qu'il ne faut pas qu'ils partent au Front National. Et ça marche. Moi, j'ai reçu un courrier récemment d'un hôtelier du Vaucluse qui me disait: Monsieur Père, j'en avais marre, j'étais parti au Front National, j'ai décidé de vous rejoindre. Bonsoir. Je vous ai écouté aussi avec en tant que futur électeur pour 2017. Donc c'est dans cette perspective que je vais vous poser plusieurs questions, c'est-à-dire vous insistez beaucoup sur les questions économiques, mais pour se présenter en tant que candidat à la présidentielle, il faut un programme global. Est-ce que vous avez déjà commencé à développer ce programme? Et toujours dans la perspective de prendre le pouvoir, si vous êtes candidat en 2017, est-ce que vous pensez, honnêtement, que vous avez une équipe capable de diriger la France à nos citoyens? Alors, sur la première question, sur le programme pour 2017, on y réfléchit, mais on n'a pas pris de décision encore concernant 2017. Nous, ce qu'on dit par rapport à 2017, on dit soit les partis de gouvernement reprennent nos idées, mais on pense que ça ne suffira pas, parce que quand je dis ça à mes militants, ils m'arrêtent tout de suite, ils me disent on ne veut pas de nouveau Nicolas Hulot, et les gens qui signent, qui font rien. Donc, soit ils reprennent nos idées, mais ils changent les têtes, ils mettent à la tête des partis de gouvernement des gens différents, issus de la société civile. Ah, et la probabilité est faible, mais on ne sait jamais. Des gens issus... Non, pas forcément. Des gens issus de la société civile, compétents sur 3 sujets: l'emploi, la bonne gestion et le monde. Les gens qui comprennent le monde et savent comment tirer parti des atouts de la France dans la mondialisation. Et ça, est-ce qu'il passe par des Lagarde ou des Raffarin? Non, parce que s'ils sont à la tête, non. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on a... Effectivement, si Lagarde et Raffarin, ils étaient sous les ordres de politique de carrière, de gens qui raisonnaient que par rapport à la prochaine élection, qui étaient tétanisés à l'idée d'être battus. Parce que c'était leur job, parce qu'ils en avaient besoin. C'était toute leur vie. Il faut se mettre à leur place, d'ailleurs, moi, d'un point de vue humain, c'est vrai. Quand vous avez passé toute votre vie à rêver de ça et à avoir besoin de ça, et forcément, vous êtes complètement crispé à l'idée de perdre une élection. Si vous y allez pour faire le job, d'ailleurs, nous, ce qu'on dit, c'est que si on y va en 2017, c'est juste pour 5 ans, et sans chercher en ne faisant qu'un mandat, sans chercher à être élu, dès le départ. Donc si on a des gens à la tête, effectivement, différents qui ont ce profil-là, on les soutiendra.
Et la probabilité existe parce qu'on est en contact, nous, vous savez, la plupart des partis, aujourd'hui, les partis du gouvernement, ils sont venus nous voir, on dialogue avec eux. On se rend compte que les militants à la base, militants de base, c'est des gens comme vous et moi, c'est des citoyens pour la plupart. Ils sont très conscients aussi des limites de leur parti. Et ils n'ont plus forcément envie de signer un chèque en blanc auprès de dirigeants politiques qui ne tiennent pas la route. Donc il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une fronde des militants qui disent à un moment donné, ça suffit, là, nous on ne veut pas des mêmes, quoi, hein, on veut des gens différents. Alors, si ça ne se produit pas, on ira, et on aura un programme. Notre programme, on est en train de le concevoir. Mais déjà, vous savez, essayer de réconcilier solidarité et prospérité, promouvoir une vraie solidarité, pas une pseudo-solidarité, promouvoir la prospérité, une prospérité durable, qui s'appuie sur les révolutions en cours aujourd'hui, la révolution en particulier verte, qui essaie d'inventer un nouveau modèle de développement plus respectueux de l'environnement, qui s'appuie sur l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est totalement innovant en France. Enfin, je rappelle que Nicolas Sarkozy a été élu sur travailler plus pour gagner plus. Hein. On est très 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 loin d'une vision, même on est à 10% de la vision que je viens d'évoquer là en quelques mots. Hein. Travailler plus pour gagner. Donc on est en train d'y travailler. Est-ce qu'on aura des gens pour gouverner? Évidemment. Mais évidemment. Et je vais vous dire, je ne dis pas que n'importe qui serait capable de faire mieux qu'eux, mais quand vous voyez le résultat, moi quand je vois sur des plateaux de télévision des gens qui ont été ministres et qui viennent encore pérorer, nous donner des leçons, enfin, j'étais à côté de Valérie Pécresse l'autre jour sur Beaucroisé, mais j'ai envie de dire, non, mais par ailleurs elle a des qualités incontestables et elle est une des rares, en fait, quelques petites choses avec sa réforme de l'université, mais la plupart n'ont rien fait, en fait, la figuration, n'ont strictement rien fait. Et ces gens-là viennent encore nous donner des leçons, nous expliquer comment ils vont gérer ceci ou cela. Regardez leur bilan. Ils n'ont rien fait. Donc, franchement, je pense qu'on trouvera facilement beaucoup mieux, beaucoup plus qualifiés, des gens qui ont fait des choses. Des gens qui ont à leur actif d'avoir fait des choses. Qui ont des vraies expertises et des vraies compétences. Et je peux vous dire, on les a. On a au sein de nos citoyens des gens de très grande qualité, y compris des fonctionnaires. On a des gens de Bercy qui nous conseillent, on a des magistrats de la Cour des comptes qui nous conseillent, qui sont parfaitement conscients de la situation et qui se rendent compte que le pays va dans le mur si les citoyens ne reprennent pas leur destin en main. Bonsoir. Alors moi je trouve votre démarche très intéressante, mais simplement comment on fait pour être élu en France en annonçant qu'on va faire un plan d'économie de 200 milliards d'euros? Vous savez, je pense qu'on n'a pas le choix, hein, déjà. Mais les gens Je pense qu'un discours de vérité est indispensable, et je pense que beaucoup de Français sont prêts à l'entendre. On parlait tout à l'heure du taux de confiance des Français dans les partis politiques. Toutes les études montrent que la défiance des Français vis-à-vis des partis politiques est à un niveau sans précédent. À chaque fois, c'est les mêmes chiffres. Tout à l'heure, on parlait de 8% de confiance uniquement. À chaque fois, c'est plus de 90%. C'est un vote soviétique. Les Français, ils n'ont plus envie qu'on leur raconte des salades. Ils ont envie qu'on leur dise la vérité. Même si elle est difficile à entendre. Et toutes les études montrent aussi qu'une grande majorité de Français sont prêts à faire des efforts s'ils sont équitablement partagés. Si tout le monde fait des efforts. Donc, moi, je suis intimement convaincu que les Français sont prêts à entendre ce discours-là. Et 200 milliards d'économies, c'est des baisses d'impôts à la clé. C'est des baisses d'impôts à la clé. C'est ça que ça veut dire aussi. Un des principaux problèmes qu'ont les Français aujourd'hui, la même étude, elle demandait aussi aux Français ce que sont leurs principales préoccupations. Première préoccupation, l'emploi. Les baisses de prélèvements, c'est ce qui va permettre aux entreprises de retrouver l'oxygène et de créer des emplois. Deuxième préoccupation qui était exprimée, c'était la fiscalité. La baisse de la dépense de 200 milliards d'euros, ça permet de baisser la fiscalité, bien sûr aussi, de revenir à un niveau de pression fiscale qui est conforme aux standards européens et qui n'est pas un truc aberrant. Donc 200 milliards d'euros, c'est plein de bonnes nouvelles pour les Français. C'est plein de bonnes nouvelles. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de syndicalisme à rénover, entre autres, et vous avez dit, au tout début de votre intervention, qu'on était un pays latin. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a je veux dire problème, mais un obstacle culturel à surmonter, qui est particulièrement difficile à surmonter, en tous les cas, surtout en 5 ans, si vous partez sur un mandat unique de 5 ans? Non, moi je pense que rien n'est impossible. Vous savez, il y a beaucoup d'autres pays qui ont été confrontés à cette situation et qui ont résolu ces problèmes-là. À partir du moment où il y a un mandat, il sera impossible de réinventer le syndicalisme
si un président n'est pas élu avec un mandat extrêmement clair de réforme. Ça, c'est certain. On ne peut pas réformer en catimini. On ne peut pas, des réformes aussi significatives, dire à un moment donné, on n'a plus de notion de représentativité des syndicats, on n'a plus de syndicats qui ont une exclusivité de représentativité, par exemple. Dire à un moment donné, les syndicats doivent se débrouiller pour se financer avec les cotisations des adhérents, sur une période donnée de 5 ans, où éventuellement l'État contribue, mais 1 pour 1, pas à 97% pour 3. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec un mandat du peuple, sans un mandat du peuple extrêmement clair. Sinon, vous aurez effectivement des réactions ultra violentes. Mais si vous avez un mandat du peuple, vous allez trouver ces gens-là, vous leur dites, voilà, moi j'ai un mandat pour faire ça. Vous pouvez ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez défiler, vous déposer une autorisation à la préfecture, vous pouvez organiser des manifestations, vous ne pouvez pas bloquer le pays. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de bloquer le pays. Là, vous aurez affaire au tribunal. Mais vous pouvez défiler, protester, légalement. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous avez un mandat du peuple. Si vous n'avez pas de mandat du peuple, si vous avez la situation dans laquelle est François Hollande aujourd'hui, Emmanuel Valls, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas au vrai sujet. Parce qu'ils ont été élus sur un programme complètement différent. Le programme de François Hollande, c'était créer 60 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation. C'était pas diminuer le nombre de postes de fonctionnaires de 600 000, de 10 fois plus. Donc c'est très très compliqué. Les députés de PS qui rouspètent aujourd'hui, on les comprend quelque part, même si je ne suis pas d'accord avec eux, je les comprends. C'est pas du tout le mandat qu'ils ont, pas du tout la campagne qu'ils ont fait et le mandat qu'ils ont obtenu les électeurs. Le mandat qu'ils ont obtenu les électeurs, c'est on touche à rien, on rajoute 60 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation. Donc c'est très compliqué de réformer en profondeur sans un mandat extrêmement explicite, extrêmement clair. Mais si ce mandat est obtenu et qu'on est élu pour ça, alors après, évidemment, c'est un pari de dire que. Mais vous savez, encore une fois, les Français, ils sont à bout, ils sont à bout. Moi, je voyage beaucoup en région. Paris, on est un peu protégé, on est un peu dans une bulle, mais en région, la situation est souvent très dure. Et une situation dure, ça pousse les gens à être réalistes et à comprendre ce qui se passe et à regarder les choses en face. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui regardent les choses en face et qui sont prêts à entendre un discours de vérité, qui en ont marre des discours creux. Et qu'on leur cache la vérité, qu'on enterre les rapports Perruchot, que dès qu'il y a un vrai sujet, on le met sous le tapis. Merci, on va passer à la dernière question. Alors, me concernant, j'ai une question moins politique publique, plus entrepreneuriat. Depuis novembre 2013, si je me souviens bien, Business Object n'est plus la dernière entreprise française à être entrée au Nasdaq, qui a été remplacée maintenant par Criteo. Criteo qui lève un petit peu la question de la bulle éventuellement de l'advertising technology avec une croissance massive. On a d'autres entreprises comme Rocket Internet qui lèvent la question en fait de la bulle des startups en général. Alors, moi ce que j'en ai pensé c'était l'entrepreneuriat c'est bien, l'innovation, le progrès technique c'est encore mieux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on court un peu le risque de voir augmenter le nombre de faux entrepreneurs entre guillemets qui surferaient un peu sur une vague face à des vrais entrepreneurs qui ont de l'innovation, des choses à proposer? Oui, bon, Criteo et Rocket, c'est des belles boîtes. Rocket Internet, je les connais un petit peu, c'est mes clients à un moment donné, Zalando, qui est un de mes grands clients. Je suis allé voir en Allemagne plusieurs fois. C'est pas des faux entrepreneurs, c'est des gens qui savent intelligemment tirer parti d'un enthousiasme des marchés financiers pour leurs idées. Mais sur le fond, c'est des gens qui exécutent très bien, qui sont redoutables en termes d'exécution opérationnelle, et je ne parlerai pas de faux entrepreneurs. Après, qu'il y ait à certains moments des vagues d'enthousiasme excessives, ça c'est très possible. C'est très possible, mais il y a toujours des corrections. On l'a vu en 2001, on l'a vu avec la bulle. Tout à l'heure, j'ai parlé de Business Object, qui était monté à 6 milliards de market cap à un moment donné. Ça ne correspondait à rien du tout. A quand même été racheté 4,5 milliards, donc quelques années après, ça a quand même démarré avec 2 fois 10 000 euros, avec 20 000 euros dans un petit bureau de 10 mètres carrés avec un besoin. Tout est possible. 17 ans auparavant. Donc il y a des possibilités de vraie création de valeur. Il y a des corrections parfois, il faut vivre avec. Je crois que après les marchés, ils finissent par redevenir intelligents quand ils deviennent fous à un moment donné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être une bulle spéculative, c'est pas impossible. Donc faites attention si vous avez ces actions-là, c'est tout.